Mes amis, je suis très heureux de vous voir ici aujourd'hui à la Club de l'Art Oratoire en français à Tours du Mois. C'est une date très importante pour nous car aujourd'hui nous avons un moment plus important de tous les événements de la vie de la club, le concours de discours. Et les gagnants de notre compétition d'aujourd'hui vont représenter notre club parmi tous les clubs de Moscou au novembre 23-24 pendant la conférence annuelle Toastmaster. Et je veux souhaiter bonne chance à tous les concurrents. Et avant de commencer notre concours, comme tradition, je voudrais inviter sur la scène les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Il y en a beaucoup, je vois. Alors, n'ayez pas peur. Toutes les personnes nouvelles qui sont pour la première fois ici, s'il vous plaît, sur la scène. Et vous aussi, oui, n'ayez pas peur. C'est normal. Il faut. Non, ok. Alors, on commence par où? Je m'appelle Estelle. Je m'appelle Catherine, nous sommes en 8e classe. Nous sommes amis et nous apprenons le français. C'est la place idéale pour faire ça avec nous. Merci et vous? Bonsoir plutôt. Je m'appelle André, je viens ici pour travailler à la bibliothèque parce que je fais mes études pour devenir le professeur de russe en tant que langue étrangère, RKI. Voilà, donc bon, je fais peut-être pas le profil parce que j'ai vécu pendant une quinzaine d'années en France. Je me suis retrouvé ici tout à fait par hasard, excusez-moi. Mais vous êtes bienvenue. Merci. Aujourd'hui, ce sera très intéressant notre concours et vous pouvez prendre votre place. On va admirer nos concurrents. Et c'est la mère qui ne parle pas français, mais merci beaucoup pour avoir venir ici. Merci beaucoup, vous pouvez prendre la place. Je pense que tout est prêt et je pourrais donner parole à président de notre concours aujourd'hui, c'est Dimitri. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dimitri et je suis pas juste l'animateur de réunion d'aujourd'hui, mais je suis aussi le président de concours. Oui, mon travail aujourd'hui c'est inviter tous les participants ici et aussi garder toutes les règles de notre club. Mais je ne suis pas seul dans ce domaine parce que nous avons aussi le juge en chef de notre concours et aujourd'hui c'est Sacha Ozianov. Mais Sacha aussi n'est pas seul parce qu'il y a l'équipe de juges secrets et Sacha c'est la personne qui est instruit tous les juges. Est-ce que tous les juges étaient instruits? Tous les juges sont instruits. Ah d'accord, merci Sacha, merci pour les juges secrets. Oui, et maintenant quelques mots pour expliquer les règles et les procédures de concours d'aujourd'hui, parce que c'est très important de suivre ces règles.
Oui, c'est le règle Toastmaster traditionnel. Oui, et il y a 5 participants d'aujourd'hui et nous avons fait le tirage au sort aujourd'hui et voilà la séquence de participants, de participation. Oui, et après chaque participant, il y aura 1 minute de silence pour les juges, pour évaluer les participations. C'est pourquoi je vais dire 1 minute pour les juges et 1 minute de silence. Oui. Et après le 5e participant, il y aura pas le minute, mais le moment de silence pour les juges, parce que le juge doit finir l'évaluation de tous les participants. Oui. Et aussi, il y a quelque chose d'important pour inviter les participants sur la scène et pour les manières d'applaudissement. Parce que ça marche comme ça. Je vais dire participant numéro 1. Après ça, on doit applaudir. Et après ça, je vais dire le nombre de participants, après le titre, le nom, et sans applaudissements, la personne va commencer. Un exemple là, oui, avec Sacha peut-être, participant numéro 1. Sacha Ouzanov, le meilleur président dans le monde, Sacha Ouzanov. Non. Oui, et après, Sacha va commencer, d'accord? Je pense que c'est clair. Et quelques mots aussi à propos de timing, de chronométrage de notre concours. Chaque participant doit parler au minimum de 4 minutes et 30 secondes et au maximum de 7 minutes et 30 secondes. Mais les signes pour chaque participant, c'est 5 minutes, c'est le signe vert. 6 minutes, c'est le signe jaune. Et 7 minutes, c'est le signe rouge. Et notre chronométreur aujourd'hui, c'est Emmanuel. Faites attention à propos de Emmanuel. Chers participants. Oui, je pense que c'est tout à propos de règles. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non? D'accord. On va commencer notre concours juste un moment, mais je voudrais aussi dire que après le concours, nous aurons un petit pause de 10 minutes et après nous aurons la session d'improvisation où chaque participant et aussi les personnes nouvelles peuvent participer. Et c'est pour tout le monde. D'accord. Maintenant, on va commencer et je voudrais inviter sur la scène le participant numéro 1. Applaudis. Et maintenant, c'est Sophie Grande-Bertruy, Les rêves de Strogoff, de Baïkal et du Bolchoï. Les rêves de Strogoff, de Baïkal et du Bolchoï, Sophie Grande-Bertruy. Juin 2018. Un mari rentre chez lui un soir et dit à sa femme: « Je pense que demain mon responsable va me faire une proposition intéressante. Que dirais-tu, dans quelques mois, de partir vivre et travailler en Russie ?» La Russie, Michel Strogoff. En Russie, bien sûr, tous les hommes sont des Michel Strogoff. Vous connaissez Michel Strogoff? Jules Verne, écrivain du 19e siècle, qui a imaginé un courrier du tsar, qui a vaincu toutes les armées, qui a traversé les pires lignes ennemies pour aller de Moscou jusqu'à Irkoutsk
accompagné d'une jeune femme, les aventures de Michel Strogoff. Partir en Russie pour aller, lorsque la journée est finie à Moscou, passer la soirée au lac Baïkal, bien sûr. Partir en Russie, parce qu'en Russie, c'est l'excellence pour les danseurs classiques. En Russie, c'est le Bolchoï qui transmet depuis 3 siècles l'héritage du roi Soleil, Louis XIV. Alors bien sûr, en Russie, tous les hommes vont danser comme les danseurs du Bolchoï. En fait, il a fallu plus d'1 mois pour arriver en Russie. Il a fallu 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Le mari, la femme, le fils et un représentant de l'espèce animale. Qui, croyez-vous, devait avoir un passeport international? Le mari, la femme, le fils, le chien? Qui, croyez-vous, devait accomplir le maximum de vaccins pour arriver sur le territoire de la Fédération de Russie? Le mari, la femme, le fils ou le chien? Le chien. Le chien. Le chien devait avoir le vaccin contre la rage, le vaccin contre la maladie de Carré, le vaccin contre la toux du chenil, contre la leptospirose, contre l'hépatite. Et donc le chien, une fois que tous ces vaccins étaient faits, pouvait arborer sur son passeport international toute la liste des vignettes de ces vaccins. Et en plus, le chien devait aussi posséder un certificat écrit en 3 langues, signé par un vétérinaire en France, par la plus haute autorité du ministère de l'Agriculture qui avait signé un accord avec la Commission eurasiatique de la Fédération de Russie, en 3 langues, français, anglais et en russe. Un beau certificat en format A4, un beau certificat avec une couleur d'encre sur le dessus du certificat, une autre couleur d'encre pour la signature du responsable. Le chien, avec tous ces certificats-là, allait pouvoir venir en Russie. Mais ce n'était pas tout. Le chien aussi allait devoir voyager dans une cage spéciale sous la haute autorité de l'Organisation internationale de l'aviation civile et des transports. Le chien devait rentrer dans une cage et avoir le museau qui ne toucha pas la porte d'entrée de la cage. Le chien devait pouvoir tourner dans sa cage et de ne pas avoir l'arrière-train qui touchait le derrière de la cage. Mon cher toutou, une fois toutes les formalités accomplies, le mari, la femme, le chien, le fils ont pu partir dans l'avion. À l'arrivée de Sheremetyevo, la femme avait fièrement sous le bras le passeport international de tout le monde, le passeport international du chien, tous les certificats de vaccination, le certificat écrit dans les 3 langues, avec le tampon d'une couleur différente de l'encre, la signature de la plus haute autorité vétérinaire en France. Et là, 2 possibilités. Nothing to declare, rien à déclarer, ou bien à déclarer. Donc la femme, bien sûr, avec le gros chariot et la grosse caisse et du chien à l'intérieur, va vers le douanier avec le passeport international, le certificat avec toutes les signatures en 3 langues. Et là, le douanier la regarde et fait « Quoi? Tous les certificats, ils sont beaux mes certificats, regardez mes certificats !» Et le douanier continue de faire ça. Et la femme de se dire « Eh bien, je n'ai rien à déclarer, je vais passer à droite sur la file verte. » Qui croyez-vous c'est le mieux adapté à la vie en Russie? Le mari, la femme, le fils ou le chien? Le chien. Qui, croyez-vous, a eu un langage corporel comme celui que nous apprenons chez Toastmaster pour nous exprimer, le plus rapide, le plus communicant? Le chien, qui savait tellement bien plaider à toutes les personnes dans le centre de la ville les midis pour demander une frite ou un morceau du sandwich quand quelqu'un était en train de manger. Lorsque la femme est arrivée à Moscou, elle a pris quelques cours de russe et elle s'est dit au bout de quelques semaines, c'est bon, j'ai le vocabulaire de base, je vais pouvoir désormais dans toutes les circonstances de la vie exprimer ma politesse et dans les lieux publics arriver à me faire comprendre un minimum. Et alors à Moscou, en Russie, c'est fantastique parce que vous trouvez tous les restaurants de tous les États de la Fédération, bien sûr qu'on ne trouve pas en France quand on vient de France. Et un jour, la femme se dit, oh, ce restaurant, qu'est-ce que ça sent bon, je rentre, je vais aller y dîner.
Et en rentrant dans le restaurant, il y avait une serveuse à l'accueil qui accueillait les clients. Et la femme de passer devant elle pour aller vers la table où elle allait être servie, de lui dire « Das vidania » et d'aller s'asseoir et de comprendre au visage de cette femme qu'elle n'avait pas prononcé le mot correct pour lui dire bonjour. Que croyez-vous aussi qu'il se passa dans l'intégration pour la femme en Russie? Bien sûr, ayant plus de temps, c'était elle qui allait faire les courses, remplir le réfrigérateur, et c'était elle aussi qui se disait « je vais essayer de reconcocter des bons petits plats avec les ingrédients que j'irai trouver dans les épiceries. » Et alors là, dans les épiceries, vous pouvez trouver la nature des rayons, les farines, le sucre, les œufs, le beurre, tout ce qui est nécessaire pour effectuer des bons plats, en particulier des gâteaux. Et la femme se dit, bon, c'est bon, j'ai repéré le rayon des farines, j'ai repéré les œufs, j'ai repéré le lait, le sucre, la poudre à lever, la levure, le beurre. Le beurre. Comment connaître la qualité du beurre en Russie? Vous avez vraiment des noms très particuliers. Mais fort heureusement, la femme découvre sur une étagère, dans l'épicerie, le beurre universel, le beurre président. Et le beurre président, qui en fait veut dire la plus haute fonction étatique en France, est un beurre avec une marque extraordinaire. Vous trouvez le beurre, vous trouvez aussi le fameux camembert, vous trouvez d'autres produits laitiers. Et la femme se dit, le président, c'est du beurre de bonne qualité, ça a l'apparence du beurre, la couleur du beurre, c'est parfait, je le prends. En arrivant dans sa cuisine, la femme commence à déballer, mettre tout dans sa jarre, commence à battre, se dire, bon, ben, c'est très bien, je prends le beurre, je l'ouvre, je soulève la capsule. Oh, c'est bizarre, le beurre en Russie n'est pas jaune de la même couleur qu'en France. Le beurre a une couleur un peu plus blanche, un peu plus crème. La femme de prendre un couteau et de se dire, mais c'est bizarre ce beurre, en Russie, il est très mou. Eh bien oui, parce qu'en Russie, le président, ce n'est pas du beurre, c'est du fromage. En Russie, le président, ce n'est pas du beurre, c'est une vache. C'est de la vache qui rit. Merci. Le participant numéro 2. Daria Kukoleva, le tri des déchets. Le tri des déchets, Daria Kukoleva. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important pour tout le monde, mais surtout pour Russie. C'est le tri des déchets. Comme je travaille dans une institution publique d'État, chaque année qu'il y a des élections, on doit voter. Et en septembre, il y avait des élections à la Douma de Moscou. Et l'école a invité un député. On avait une réunion avec le député. Il s'est présenté, nous a dit qu'il habite à l'est de Moscou, où est l'école, et il nous a parlé des problèmes écologiques dans l'est de Moscou. Et son discours avait l'air humoristique, elle a parlé très calme, mais le son de sa présentation était terrifiant parce que il a parlé de la pollution de l'air qu'il y a dans l'Est et
dans notre ville, il y a beaucoup de facteurs qui causent la pollution, l'air contaminé, et on ne peut pas faire rien. Mais il y a une chose où on peut participer et faire quelque chose, c'est le tri des déchets. Ce député nous a dit qu'à la Douma, il pense que la société russe n'est pas préparée pour recyclage et pour séparation des déchets. Et c'est vrai qu'on a des problèmes avec l'incinération et les déchets s'accumulent jour à jour. Je sais qu'il y a des projets pour construire des usines d'incinération, comme 5 usines, 4 au Moscou, mais c'est pas très bien pour l'environnement parce qu'ils font un impact négatif. Et je suis sûre que chaque de nous peut participer dans cette action. On peut commencer pour trier les déchets. Par exemple, les piles, on peut jeter dans les endroits spéciaux ou en achetant les vêtements. Il faut rappeler que, par exemple, les vêtements de laine se décomposent un an. Les vêtements de coton se décomposent 2 ans. Les vêtements de polyester se décomposent 40 ans. Si chaque personne fait le tri des déchets, on peut conserver notre ville, notre planète. Et je vous prie de séparer les déchets et de trier les déchets. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Daria. C'est tout pour ce moment. 1 minute de silence pour les jeunes. La différence. Enseigner aux enfants et aux adultes la différence. Irène Yakovleva. Bonsoir. Aujourd'hui, je veux vous parler des résultats de ma petite recherche que j'ai mène depuis près de 10 ans maintenant. Ma recherche, c'est dans le domaine de l'enseignement. J'enseigne langue étrangère, c'est l'anglais et l'espagnol. Ma recherche a commencé avec toute ma première leçon de l'anglais des affaires à un groupe des adultes, les employés d'une grande entreprise. Je ne l'oublierai jamais parce que à ce moment-là, il fait 10 ans, je me souviens comme une jeune fille, une jeune enseignante timide et inexpérimentée est entrée dans le bureau avec les pieds et les mains tremblants. Tout d'abord, j'ai vu les faces, les visages de mes élèves. Mes élèves étaient personnes, hommes et femmes respectables, habillés de costumes d'affaires très importants.
et une pensée trottait dans ma tête. Bien, que je vais faire avec ces élèves. Ils en savent 5 fois plus que moi. Mais depuis, l'excitement fit la place à ravissement. Je voudrais dire ravissement parce que je l'ai dit. Ouvrez le manuel de la page 5. Et elle ouvrait le manuel de la page 5. Je lui disais, répétez avec moi. Et il répétait avec moi. C'était comme le sens de euphorie. J'étais dans un type de l'euphorie parce que j'avais le pouvoir illimité sur les élèves. Mais l'euphorie s'est terminée très tôt. Parce que à ce moment, j'ai entendu que mon groupe des élèves adultes, n'était pas un groupe d'écoliers qui peut s'inspirer par des choses simples. Comment vous pensez on peut motiver un écolier à faire un exercice qu'il ne veut pas faire. Élémentaire. Peut-être nous démontrons sa chose et nous disons que cela, ce sera sa récompense. Et le résultat que dans 5 minutes, l'exercice sera prêt. Mais que peuvent dire les adultes dans cette situation? Quelqu'un adulte peut dire que il ou elle est au régime. Autre peut dire que ce dentiste ne le permet pas. Le troisième peut dire que peut-être il n'aime pas le sucrerie et aucun d'elles ne bougera le doigt pour faire quelque chose, pour le plaisir de plaisir de sa récompense, cette récompense. Ici, nous pouvons observer la différence très importante entre l'enseignant aux adultes et aux enfants, parce que la motivation des enfants, c'est externe. Ils peuvent se motiver par des choses externes, tandis que la motivation des adultes est intrinsèque, ce qui veut dire qu'ils doivent chercher quelque chose entre eux pour se motiver, pour faire quelque chose dans la direction de son apprentissage. Et ici, je voudrais mentionner le nom d'un enseignant américain, Malcolm Shepard Knowles, qui s'occupait des problèmes de l'apprentissage des adultes. Il reconnu qu'il y a beaucoup de choses qui font l'enseignement aux adultes, aux enfants, différent, une chose différente. La motivation n'est pas chose unique. Peut-être nous pouvons dire que l'expérience, l'absence de l'expérience antérieure aux enfants, tandis que les adultes ont beaucoup d'expérience antérieure et ils peuvent s'appuyer sur sa expérience dans l'apprentissage. Et peut-être
C'est pourquoi notre apprentissage, nos leçons et le matériel que nous donne doivent être comme un supplément pour les choses que les élèves adultes ont déjà appris. L'autre chose qui fait cette différence très grande est concept de soi. Concept de soi est très plus grand aux adultes qu'aux enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Concept de soi. C'est comme quand une personne se sent confident et sûr de soi. Certainement, les enfants, les élèves enfants, la majorité d'elles ne sont pas confidents d'elles-mêmes, aussi comme les élèves adultes. Et l'autre trait important est que les élèves adultes, ils sont prêts pour apprentissage. Ils ont atteint un point où ils voient la valeur de l'éducation et ils peuvent retourner à la formation continue pour des raisons pratiques. Parce que pour elles, l'éducation est quelque chose, le produit qu'ils réellement veulent acquérir. Et ici, nous pouvons voir que l'apprentissage aux adultes et aux enfants, c'est comme deux planètes différentes, peut-être Mars et Jupiter. Et si nous maîtrisons bien les règles de navigation sur cette planète, nous comme enseignants et professeurs, notre travail, je ne le dirai pas travail, ce voyage sera confortable et passionnant. Merci. Merci, Mireille. Arsène Petrosian, je suis réalisateur. Arsène Petrosian. Salut à tous, je m'appelle Arsène, je ne suis pas réalisateur, je suis manager du projet, mais un jour je voudrais devenir réalisateur du film. Cette histoire, il y a 2 années qu'il s'est passé cette histoire, et je voulais dire comment je vais faire un film documentaire. J'ai beaucoup de hobbies, faire du sport, etc. Après le travail. Mais un jour, j'ai décidé faire quelque chose de nouveau. Et j'avais vu qu'il y a Internet, il y a les courses qui organisaient les journalistes russes, les reporters russes reporters. Et c'était une course pour 3 mois et tous les participants peuvent produire le film documentaire. Les professeurs étaient le couple, les femmes et mari. Elles travaillent ensemble et produisaient beaucoup de films que nous pouvons voir et regarder à la télévision et sur Internet. Avec moi, c'était pour, après ce groupe, je devais faire une lettre avec motivation, pourquoi je voudrais participer, et montrer quelques travaux que j'avais fait. Mais je n'avais pas le travail, mais j'ai dit que je voudrais étudier. Tous les
classe était sur l'Internet, sur Skype, et les participants de tous les pays, pas tous les pays, de Saint-Pétersbourg, de Moscou et autres villes et villages, oui, enfants de Norvégie, tous les gens parlaient russe, organiser ça. Et chaque semaine, nous allons faire la leçon comment développer le sujet, comment travailler les héros, parce que chaque film devait avoir un héros, comment écrire le script, le plan, choisir l'emplacement pour ça, et après le produire, monter la vidéo, faire le voix, etc. etc. Le vidéo devait être 5 minutes, et après il composait tous les petits vidéos de l'almanach et faire une présentation de ce film en musée, au restaurant après. Et un jour, je choisis l'héros de mon film. Je vais faire une liste de personnes qui je voudrais avec où je voudrais travailler avec ce film. Et beaucoup de personnes rejetées, ne veulent pas parce que je ne sais pas, j'avais beaucoup de travail, etc. etc. Et amis de collègues et collaborateurs de mon cousine, ils ont travaillé ensemble. Il était étudié chez le metteur en scène à Gitis, mais il travaillait comme l'administrateur de système et logiciel parce que c'est un travail qu'il peut chercher dans sa vie. Et après, il a enseigné la musique à l'université. C'est pas une musique, c'est quelque chose pour percussion, le baraban, etc. Avec chaque héros devait être un drame, quelque chose qui ne peut pas devait, parce que notre almanach est dédié de centaines d'années de révolution russe. Mais comment faire dédier la révolution russe à mon héros, je ne pense pas, mais après, devant la production de ce film, nous avons décidé qu'il est très socialiste et très communiste et il aimait les révolutions. Pendant notre lection, nous avons fait, le professeur dit que vous avez le problème avec votre héros. Votre héros peut faire un problème pour vous. Je sais, non, c'est ami de ma soeur, c'est une normale personne. Et je vais faire un scénario. Je devais faire un théâtre. Comment il travaille comme l'administrateur du système. Dans cette entreprise, il travaille. Comment il commençait la journée au matin, faire un exercice physique et comment il voyait dans le café, dans la rue, etc. Mais mon plan n'est pas réalisé. J'ai dit avec elle, il avait dit que c'est normal, ça marche. Et quand le 7 novembre, le jour que nous avons fait la production du film, il dit qu'il ne peut pas temps pour aller avec moi au théâtre, il n'a pas temps pour administrateur du système parce que le directeur n'est pas faire une permission à il pour faire ça. Mais après, nous avons fait la vidéo sur le matin, au café, etc., etc. Et après, je quittais Moscou, j'allais en Arménie pour autre projet.
je travaille et j'ai décidé de faire un montage en Arménie. Mais il ne va pas suffisant le matériel. Mais j'ai beaucoup le matériel, c'était 1 heure pour 5 minutes. Mais il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas de conflit, parce qu'il a été beaucoup de vidéos de rue, etc. Mais il n'y a pas de théâtre ici. Et avec ma soeur, un soir, nous avons décidé de faire une vidéo archive. Les héros, donnez-moi cette vidéo et après, avec cette vidéo archive, je peux montrer toutes les vidéos et faire une histoire. Et après, nous allons faire l'almanach et je comprends, je vais faire cette histoire avec elle et je vais faire cette histoire avec mon héros. Merci beaucoup. Merci Arsène. Et maintenant, encore une fois, 1 minute de silence. Anna Ponomareва, sans diplôme, mais avec la connaissance. Sans diplôme, mais avec la connaissance, Anna Ponomareва. Madame, monsieur, je suis absolument persuadée qu'un discours sans message, c'est juste le gaspillage du temps de l'audience et du speaker. C'est pourquoi mon discours a un message. Quel message? Vous allez le comprendre à la fin de mon discours. Alors, 3 dernières années de ma vie étaient consacrées juste à un seul but. Et c'était recevoir un double diplôme d'université par partenariat à la Sorbonne, Paris 4 en France et l'université des sciences humaines en Russie. Je donnais tous mes efforts et mon sujet de recherche c'était comparativisme, ça veut dire que je comparais la littérature russe et la littérature française. Mais j'avais aussi un autre sujet de recherche et c'était le système d'éducation en France et en Russie. Ce qui concerne le système d'éducation supérieure en Russie, tout le monde dans cette salle le connaît très très bien. Pourquoi? Parce que tout le monde ici a reçu son diplôme d'éducation supérieure. Et ça aussi, c'est la première différence parmi l'éducation en France et en Russie. En Russie, c'est obligatoire. Tout le monde doit avoir éducation supérieure. Deuxième différence est liée avec les notes. Qu'est-ce que vous croyez est la note parfaite en France? C'est 20. Et en Russie, c'est 5. Ok, moi en Russie, j'avais toujours 5. Moi, je suis perfectionniste et je voulais toujours avoir 5. Je travaille beaucoup, je donne mes efforts. 5, c'est assez bien. Ok. Et en France, mon maximum c'était 13. Mon directeur de recherche qui m'a dit « Ah, j'ai évalué très, très haut tout votre effort, toute votre connaissance, votre mémoire est très bien fait et tout ça. » Il m'a invité de continuer à écrire ma thèse en France. Il m'a donné 13. Alors, système d'éducation supérieure en France et contre-perfectionnisme. Il y a aussi troisième différence, et c'est lié avec les diplômes. Quel diplôme nous avons en Russie après notre éducation supérieure? C'est vrai, presque un bouquin. C'est le livre, très beau, on peut l'ouvrir, on peut voir notre note et tout ça. Et en France, c'est juste carton, A4, c'est tout. Qu'est-ce que nous avons? Pour avoir ce diplôme, en Russie, nous avons une vraie cérémonie. Quand le directeur de l'université, certainement, regarde dans tes yeux et te dit « Bon courage dans ta vie ». Et ça, c'est inoubliable. Vraiment, quand tu as les diplômes comme ça, tu vraiment crois que le directeur de toute ton université croit à ton chance. Mais en France, on t'envoyait le diplôme par la poste. C'est tout. Et moi, en plus, je n'ai pas réussi à recevoir mon diplôme parce que le jour quand on devait nous les donner, exceptionnellement dans notre main, le directeur de l'Institut m'a téléphoné et dit Madame Ponomareва, j'ai dit, oh oui, c'est moi, quoi. J'ai une nouvelle pour vous. Vous n'allez pas avoir votre diplôme demain. Quoi? Comment c'est possible? Je suis très désolée de vous le dire,
Mais ça arrive. Nous avons oublié de poser la signature sur votre diplôme. Moi, je pleurais beaucoup. Je pleurais, j'étais vraiment déçue. Tous mes efforts, tout est en vain. Et le directeur, il ne comprenait pas. Pourquoi elle est si triste? Madame, calmez-vous. Dans un mois, dans une année, vous allez recevoir votre diplôme. Pas de souci, crois-moi. Moi, j'étais tout à fait triste. Mais il y a une semaine, quand je commençais à estimer la valeur d'éducation supérieure en France. Juste il y a une semaine. Parce qu'on m'a invité à la conférence à Bourgogne. Bourgogne, c'est la capitale du vin, la production de la vin en France. Et je suis y venue, pas pour déguster le vin, mais pour la conférence de la littérature russe. Et personne ne m'a posé la question sur mes notes, sur mon diplôme, sur la cérémonie que j'ai vécue ou pas vécue. Et alors, tout le monde s'intéressait juste à mes connaissances. Qu'est-ce que je peux raconter sur la littérature russe, sur Bulgakov? Voilà, c'est tout. Aucun d'autre sujet. Et c'est vraiment le moment quand je comprenais, quand j'ai compris que juste un seul but, qu'il fallait que j'avais pendant toutes mes études, pendant tout le temps quand je tourne mes efforts, c'était les connaissances. Toute mon expertise que je peux avoir en faisant tous les devoirs pendant mes études. Voilà. Merci Anna. Et maintenant, un moment de silence pour les juges. Peut-être 2 minutes. D'accord, maintenant on va continuer avec la session de présentation, mais avant de cette session, je voudrais remercier Sophie pour les fromages. Merci beaucoup. Je suis sûr que c'était très très délicieux. Et aussi, je voudrais remercier M. Michel qui était l'huissier d'aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, il n'y avait pas besoin de adresser à M. Michel avec l'aide, mais M. Michel, merci. Et aussi, nous avons Nastia ici qui a aidé à Sacha de compter tous les résultats de notre concours d'aujourd'hui. Et bon, maintenant c'est le temps de la session d'improvisation et je voudrais vous présenter la maîtrise de la session, Irène Suvorova. Bonsoir. J'ai choisi pour ce soir le format de débat pour notre session d'improvisation. Je inviterai 2 personnes sur la scène et chaque personne aura 1 minute et 30 secondes totales pour argumenter la position de la question secrète. Après, vous voyez les questions sur le slide. Vous devez décider entre vous deux qui est contre et qui est pour cette position. Et qui serait le premier et qui serait le deuxième personne, le deuxième speaker. Et pour 3 minutes, la première personne 30 secondes pour la position, 1 minute deuxième personne, 1 minute première personne et 30 secondes deuxième personne. Vous voyez les signaux rouges de chronométreur. Après 30 secondes, 1 minute et 30 secondes. Ce règle sera en chaque slide. Et maintenant, j'encourage en partie une nouvelle personne pour participer dans sa session ce soir. Alors, qui est le premier?
Monsieur Michel Je suis comme nouveau venu. Non. et Monsieur Michel nouveau et rôle. Yuri. Le rôle de Michel. C'est la première fois. Ah. Ce qui compte, ce n'est pas la victoire, mais la participation. Mais la participation. Qui est pour Je suis pour, mais seulement pour les amateurs. Pour les professionnels, pour les gens ambitieux, vous devez avoir beaucoup de choses pour gagner. Et non seulement pour participer, pour perdre, pour rater quelque chose. Oui, c'est mon opinion à moi. Et vous serez le premier ou le deuxième? Le premier. Le premier et le deuxième. So, pour le premier, 30 secondes. Encore une fois. Encore Monsieur une Michel. fois. Oui, 30 secondes. Je salue toujours, je remercie, j'enlève mon chapeau devant les vainqueurs. Parce que les gens qui perdent, qui ratent, je ne les estime pas. Et je crois que nous devons gagner, nous devons obtenir la victoire toujours. Être parmi les premiers, non parmi les derniers. Oui. Je suis pour la victoire. Merci. Donc je suis pour le fait que la victoire n'est pas super importante, oui. Bien sûr. Victoire, parfois vous gagnez, parfois pas. Et quand vous êtes neutral, vous pouvez rester calme et heureux dans toutes les situations. Donc cette attitude est plus facile pour la vie, je pense. Il y a un vol magique de la victoire, les prix. 20 minutes. Aussi. Je crois que quand vous vous envolez ailleurs, quand vous sentez le goût de la victoire, c'est la meilleure sensation dans votre vie. Vous éprouvez du courage, vous éprouvez le sens de beauté, vous charmez le public, vous obtenez le résultat aussi bien. Les émotions nécessaires dans la vie. Bien sûr, ce n'est pas mal d'avoir la victoire, mais quand vous êtes inspiré par le processus, vous pouvez être héros tout le temps. La victoire n'est pas super importante. La victoire se passe un moment, mais le processus de la participation peut passer beaucoup de temps. Et beaucoup de temps, vous êtes super héros et sans dépendance de la victoire. Mais en anglais, en deuil, c'est très agréable. Oui. C'est tout le temps. Merci beaucoup. Deuxième personne, troisième et quatrième personne, Sacha. Sacha et une nouvelle personne peut-être. Encore une nouvelle personne. Mesdames. Peut-être Emmanuel. Emmanuel. Sur le chemin de but, nous, tous les moyens sont bons. Je suis contre. Sacha est contre, Emmanuel est pour. Qui sera le premier speaker? Le premier. Le premier. Manuel premier, votre 30 secondes. Oui, tous les moyens sont bons pour arriver à ces objectifs parce que on dit très souvent dans la vie, il faut réaliser tous ces objectifs, quel que soit le prix. Donc, sur cette base-là, je pense que on peut tout faire, mais en restant bien sûr dans un certain cadre. C'est tout. Et pour répondre, 1 minute. Sur le chemin du but, tous les moyens sont bons, mais vous devez vous dresser à votre âme.
est-ce que vous pouvez tuer pour obtenir quelques buts comme peut-être l'argent, pour devenir mieux, pour devenir le meilleur? Je ne peux pas. Et, je suis sportif, je fais du sport, du boxe et c'est dans mon âme peut-être de soigner les règles. Il faut se battre selon les règles. Il ne faut pas il ne faut pas vendre son âme au diable, oui. Je pense que c'est mon opinion. Il faut se battre honnêtement selon les règles. Merci. Vous répondez une minute. Oui, je suis d'accord qu'il faut respecter certaines règles, mais je ne suis pas contre de respecter les règles. Ce que je veux dire, il faut faire son maximum, il faut s'entraîner le plus possible, tout en respectant bien sûr les règles fixées. Parce que ne pas respecter les règles, c'est pas très bien aussi. Voilà. C'est tout? D'accord. C'est 30 secondes. Et je pense que Emmanuel était d'accord avec moi, c'est-à-dire il faut soigner les règles, c'est-à-dire que j'ai gagné ce pari parce que il était d'accord et mon opinion était plus correcte parce que j'ai justifié ce que être gagnant le gagnant doit être le gagnant selon les règles et Emmanuel est d'accord. Moi, je gagne. C'est tout. Merci beaucoup. À deux personnes, peut-être Marco. Vladimir, vous voulez? Peut-être je voulais, mais je ne peux pas. La compétition entre proches est utile et bon. Vous êtes Entre proches, en famille, en romantique, peut-être. surtout sur les enfants. Très romantique. Vous êtes premier. Pour ou contre? Je suis pour. Pour Oui. et contre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le premier. Où est le premier? Qui est le Marguerite, premier? le premier. Il est premier. Ok, le premier. Commence. 30 secondes. Je pense que dans chaque l'organisation, il faut avoir la compétition. Parce que si vous êtes calme, vous ne progressez pas. Donc, ou c'est votre famille, ou quelqu'un de personnes proches. Vous répondez? Je pense, si vous aimez la compétition, c'est peut-être mieux d'être Toastmasters, par exemple, et utilise n'importe quelle compétition entre les participants de Toastmasters. Mais quand proche, dans une famille, par exemple, je pense que c'est pas utile. C'est beaucoup mieux de vivre ensemble avec d'accord, pas de compétition. Vous répondez? Oui, mais
ici, c'est beaucoup de stress, beaucoup de personnes inconnues, donc c'est peut-être pour beaucoup de personnes, c'est pas la situation calme. Donc c'est pourquoi je pense que la famille, c'est le premier lieu où il faut utiliser la connaissance de parents, de peut-être frères, sœurs aînés. Donc voilà, tu peux apprendre beaucoup de choses et on peut... C'est tout. C'est tout. Et Non, 30 secondes sur Merveille. Je pense que ça dépend des parents. Parce que c'est leur but d'éduquer leurs enfants sans compétition. À mon avis, c'est beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de temps pour les débats et nous encourage de voter pour l'orateur meilleur ce soir. C'était Michel, Monsieur, Yuri, Sacha, Emmanuel, Vladimir et Margarita. Vous avez des papiers. Est-ce qu'il y a plus? Oui. Oui. Merci. Encore froid le prénom. Monsieur Michel, Yuri, Sacha, Emmanuel, Vladimir, Margarita. Et passer de Dmitri. Oui? Non. Non? Non. Passer à Irina, d'accord? Ok. Et j'invite sur la scène Dmitri. Ah oui, merci Irène, merci pour cette session. C'était très intéressant.